numérique, après Covid, pardon, sur le numérique. Je suis accompagnée d'experts sur le sujet. Kat Borlongan, qui est donc directrice de la mission FrenchTech. Pierre-Alain Raffan, député de l'Essonne. Mathis Cohen, qui est coordinateur du pôle numérique de Terra Nova, et bien sûr Cédric O, notre secrétaire d'État chargé de la transformation numérique et des communications électroniques. Alors, le numérique, nous allons en parler durant 1 heure, mais surtout le numérique, nous en avons parlé beaucoup durant les 6 derniers mois, parce que le numérique a été au cœur de notre vie dans cette crise sanitaire, en fait. Tout d'abord, ne serait-ce que pour les enfants, pour la continuité pédagogique qui s'est organisée autour d'outils numériques, pour la vie économique, grâce au recours massif au télétravail, nos relations sociales, lorsqu'il n'y a plus eu suffisamment de relations rapprochées, lorsqu'il a fallu instaurer cette distanciation physique, le numérique est arrivé, notamment via les réseaux sociaux, comme un élément venant finalement substituer ces relations. Et puis le numérique aussi comme un outil pour sortir de cette crise, notamment avec le travail colossal qui a été fait autour de l'application Stop Covid. Alors aujourd'hui, avec ce recul que nous avons déjà sur cette période, le déconfinement, la crise qui continue, la question se pose, est-ce que finalement on a donné et on donne encore cette grande accélération au numérique? Est-ce que le monde de l'après-Covid sera un monde nouveau en matière numérique? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Et je vais la poser d'abord à Pierre-Alain Raffan, puisque c'est vraiment le cœur des travaux que nous avons menés dans le cadre du groupe de travail sur l'après-Covid. Déjà, merci Laetitia, merci à toutes et à tous d'être là respectivement chez vous ou dans de grandes salles dans vos territoires, et merci aussi à La République En Marche d'organiser ce type d'échange, et notamment sur ce sujet qui nous anime tous. Et donc si la question est d'accélérer sur le numérique, on a accéléré. On a accéléré parce que notre pays n'a pas eu le choix, comme tu l'as rappelé, durant cette période, où on peut se poser même la question, comment on aurait fait sans numérique ? Pour pouvoir échanger, pour pouvoir travailler, ou pour pouvoir éduquer, pour pouvoir même se divertir. Parce que c'est vrai que quand on est confiné sans avoir accès aussi à des relations sociales, si la culture et le monde de la culture n'avaient pas eu accès au numérique, je pense qu'on aurait passé des moments encore plus difficiles. Et ça a permis aussi d'organiser, et le gouvernement était à la pointe dessus, les chaînes sociales, les chaînes d'aide et même d'alimentation dans certains quartiers difficiles, pour aller trouver aussi des bénévoles. Donc oui, on a besoin d'accélérer, et je sais que Monsieur le ministre il travaille très activement, d'ailleurs avec tout l'écosystème, sur tous les sujets, parce qu'on ne pourra plus faire sans numérique. Donc profitons entre guillemets de ce moment pour nous donner tous les moyens pour renforcer nos infrastructures, pour pouvoir peut-être mieux se former. Je sais que beaucoup travaillent sur ces sujets, parce que ça permet aussi d'anticiper l'avenir, son avenir professionnel, et aussi de permettre, et ce qui était très important aussi en cas de reconfinement, peut-être d'avoir une autre approche et d'être beaucoup plus réactif sur ce qu'on pourra faire. Donc on a une nécessité d'accélérer, et je pense qu'on a toutes les armes en France, et notamment avec ce gouvernement et l'écosystème, pour pouvoir accélérer. 1000 fois d'accord. Il y a une volonté en tout cas d'accélérer. Il y a un gouvernement, je pense, qui s'est saisi pleinement du sujet. Alors finalement aussi, est-ce qu'aujourd'hui, côté étatique aussi, on constate une accélération? On est encore aux prémices de cette accélération? Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci à Laetitia pour l'animation de cet atelier. Je pense, pour rebondir sur ce que disait Pierre-Alain, quelque part que en fait ce n'est plus un choix. Et les Français, les Françaises, ils ne nous ont pas attendus pour se servir massivement du numérique, qu'il s'agisse, tu l'as dit tout à l'heure, de communiquer avec ses proches, de commander en ligne, de télétravailler, de faire de la télémédecine, etc., etc. Ce qui nécessite 2 choses, et qui est vraiment le focus du gouvernement, en tout cas ce sur quoi on insiste. D'abord, le numérique aujourd'hui, ça crée des emplois. Et donc tous ces services numériques qu'on utilise, il faut que ce soit fourni au maximum par des entreprises françaises et européennes. On a du retard, on le sait. Un bon nombre des outils qu'on utilise sont des outils anglo-saxons.
Et donc, on veut faire en sorte de faire partie du jeu, d'être à la table, et nous aussi de tirer parti de tous ces emplois qui se créent. Juste pour rappeler un élément, c'est que l'année dernière, en 2019, le numérique a été le premier secteur créateur d'emplois en France. Et donc, c'est déjà un élément absolument indispensable. On travaille beaucoup, on pourra y revenir si vous le souhaitez, sur développer ce secteur du numérique, faire grandir nos entreprises, notamment avec CAT. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément auquel on accorde beaucoup d'importance, aussi dans le cadre de la compétition mondiale, puisque on l'a vu, un des faits marquants cet été, c'est que Apple, tout seul, aujourd'hui, vaut plus que l'ensemble des entreprises du CAC 40. Donc il faut à la fois aider les entreprises à se transformer et puis faire émerger nous aussi des champions. Et le deuxième élément, mais qui est là aussi très important, c'est que ce discours, il est indispensable, mais il ne peut pas se porter si dans le numérique, dans le quotidien des gens, le numérique, c'est quelque part un facteur d'abandon ou d'exclusion. Et on sait qu'il y a encore trop de monde qui n'a pas la connexion, on a encore trop de monde qui ne sait pas se servir d'un ordinateur ou d'un site internet. Un Français sur 6 et un Français sur 3, un Français sur 6 qui n'utilise jamais un ordinateur, un Français sur 3 qui manque de compétences numériques. Et donc si on veut faire en sorte que tout le monde soit à bord, et ça c'est la deuxième chose sur laquelle on insiste beaucoup, au-delà des sujets de régulation sur lesquels on pourra revenir aussi, c'est de se dire qu'il faut que tout le monde profite du numérique. Il ne peut pas y avoir ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors. C'est pour ça qu'on fait des efforts sur la connexion. On a annoncé que d'ici 2025, on ferait 100% de fibre en France. C'est pour ça qu'on fait aussi un effort dans le cadre du plan Relance extrêmement important sur cette notion d'électronisme, qui est tous ces gens qui ne savent pas se servir d'un ordinateur, pour que pour tout le monde, le numérique soit synonyme de télétravail, d'ouverture au monde, de culture, de facilité, et pas, comme il l'est encore dans certains cas, dans les quartiers, dans la ruralité, auprès de certaines catégories de population, un facteur d'exclusion. Voilà, c'est vraiment ces deux jambes sur lesquelles on veut avancer, la jambe économique, développer, innover, faciliter la vie des gens, et puis la jambe, il faut que tout le monde soit vraiment à bord de cette transformation. Et ça correspond exactement, on va tout à l'heure descendre les propositions qui ont été émises par le groupe de travail, mais ça correspond exactement aux différents piliers qu'on a mis en avant. Il y a le sujet de l'économie, des acteurs de l'écosystème. Je pense que, Kat, vous avez une vision également très pertinente de cela. Qu'est-ce que vous constatez? Grande accélération ou pas, du coup? Oui, et en grande partie parce qu'on n'a pas le choix. Non, jusque-là, on a beaucoup parlé de le numérique, on a parlé des utilisateurs numériques. Mais dans la French Tech, il y a également les créateurs. C'est-à-dire ceux qui sont en train de créer des entreprises dans l'IA, dans les marketplaces online, dans tout ce qui est cybersécurité. Et alors que la France est en train de, en effet, gérer une partie assez difficile liée à la transition, il ne faut pas oublier que la France est aussi devenue, grâce à un travail formidable à la fois de l'écosystème et du gouvernement, un des leaders mondiaux en matière d'innovation. C'était une très belle nouvelle. D'ailleurs, il y a à peine, je pense que c'était il y a 3-4 jours, il y avait le Forum économique mondial qui a classé la France en première place dans le G7 dans un ranking qui s'appelle les Digital Risers, et on est dans le deuxième au monde. Donc, en fait, je pense que nous, notre challenge, c'est comment on peut faire en sorte que le numérique puisse devenir une véritable chance, que ce soit pas uniquement quelque chose qui est subi. Et quand on voit la puissance et la montée de l'écosystème tech français, que cet écosystème-là puisse être le plus ouvert possible à plus de personnes qui sont structurellement assez éloignées. Et ça, c'est une très grande volonté. Il y a une deuxième aussi qui est que on parle beaucoup de... Je pense que souvent quand on parle de numérique, on parle toujours de rattrapage. Mais en fait, il y a aussi une vraie opportunité, pas juste de rattraper en fait ce qu'était le numérique avant Covid ou le service d'aujourd'hui, mais également de les façonner, de les créer, de les transformer pour que ce soit l'écosystème numérique dont la France mérite, qui est un écosystème qui est beaucoup plus ouvert, qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus réparti déjà dans les territoires, parce que pour l'instant, il ne faut pas non plus se mentir, il y a une concentration qui est beaucoup trop forte sur la région parisienne, et surtout qui est très soucieuse de l'environnement. Donc voilà, il y a beaucoup de challenges, mais aussi beaucoup d'opportunités, et je pense à un écosystème qui est très optimiste, très résilient, qui continue à se battre. Alors, est-ce qu'on partage tous ces constats chez Terra Nova ? Oui, évidemment, c'est certain. Le numérique a accéléré le télétravail, 4 Français sur 10, la téléconsultation, plusieurs centaines de milliers de téléconsultations. C'est assez
incroyable, mais ça existait avant. C'est-à-dire que c'est là le concept d'accélération, c'est qu'il y avait quelque chose et que Doctolib, par exemple, ça existait et ça a accéléré au moment de cette crise. Donc oui, c'est formidable. Et aussi, on a parlé l'administration, l'économie, le social, et aussi la société civile qui s'est organisée sur des plateformes avec de la solidarité à peu près partout en France. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit parce que ça peut nous être utile dans plein de situations. Donc il faut qu'on le mette de côté, qu'on le regarde et qu'on l'encourage dans le futur. Ça a aussi montré le numérique comme un outil de gestion de crise incroyable. C'est-à-dire que sur différents aspects, sur l'analyse, la modélisation, on a pu faire des décisions plus fines et demain peut-être éviter le reconfinement grâce à des outils d'analyse, des croisements de données qu'on ne faisait pas avant. On a vu plein de choses sur des cas de comorbidité en croisant des données. Donc c'est vraiment des choses très positives et c'est un des aspects. Le deuxième aspect, ça va être tout ce qui est autodiagnostic, qui va être des moyens d'informer. Alors, il y a beaucoup de mauvaises informations sur Internet, mais il y a aussi des moyens d'informer les gens et ça a été extrêmement puissant. Et puis le troisième élément, c'est tout ce qui est le suivi. Alors, que ce soit avec les bases de données qui permettent de suivre les cas contacts, que ce soit avec l'application Stop Covid. Je pense que ça, c'est un arsenal qu'il faut garder à l'esprit pour des crises. Et des crises, il va y en avoir une très grosse dans le futur et on va pouvoir réutiliser ça. Il va falloir qu'on réutilise ça pour coordonner, pour multiplier l'action sur le terrain. Mais le troisième point qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a aussi montré plein de limites. Et on va parler de la feuille de route pour le futur. Je pense que ces limites-là, c'est ce qui va nous aider à construire cette feuille de route. On a parlé de la continuité de l'État, la continuité des entreprises. La transition numérique, elle n'est pas aboutie dans ces deux aspects. L'État, il y a eu des ratés. Il faut les garder à l'esprit. Il faut les regarder. Il faut honnêtement se dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comment on peut le résoudre. Et pareil, dans les entreprises, il y a des entreprises qui n'étaient pas en mesure de télétravailler. Et ça, c'est une réalité. Il y a d'autres points. Il y a aussi, Monsieur le ministre le disait très bien, la déconnexion d'une partie des Français qui n'ont soit pas le matériel, qui n'ont soit pas la capacité de l'utiliser. Et ça, c'est quelque chose qui nous oblige, parce que quand le numérique est aussi important dans la vie des gens, quand le numérique devient tout, alors c'est la promesse républicaine que d'amener ces gens-là à utiliser ces nouveaux médias, à utiliser ces nouvelles capacités techniques. Donc, c'est, je trouve, un moment extraordinaire pour le numérique qui nous oblige à penser le futur. Deux points que j'ai évoqués un peu, c'est transition écologique. Ces outils de gestion de crise, il faut pouvoir les réutiliser pour gérer cette crise future, parce qu'on a réussi à être plus forts tous ensemble, on a mobilisé la communauté internationale grâce à ça, et il faut qu'on sache réutiliser ça. Deuxième point, la transition numérique, elle n'est pas finie, ce n'est pas parce que vous avez utilisé votre téléphone pour faire une visioconférence avec votre tante qu'elle est capable d'utiliser son ordinateur pour faire plein de choses. Donc il faut garder ça à l'esprit. Merci beaucoup. Donc, si je résume, accélération, oui, parce qu'on n'avait pas le choix. Oui aussi, parce que ça nous a permis de faire sauter un certain nombre de leviers, peut-être aussi de leviers psychologiques, parce que je pense que Cédric sera d'accord avec moi, beaucoup de personnes avaient cette crainte du numérique qui vient se substituer à l'humain. Et on a vu en fait à quel point le numérique est une chance. Et pour l'avenir, il faut donc pouvoir pallier un certain nombre de carences. Elles sont là, elles existent. On a un certain nombre de propositions à aborder. On ne va pas aborder aujourd'hui la question de la transition écologique, mais je dois dire que ça a été au cœur de nos débats et que d'ailleurs nous avons conclu en disant que l'avenir repose sur vraiment deux piliers de transition écologique et numérique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder en tête dans tout ce que l'on porte à l'avenir. Alors, on rentre dans le dur du sujet, des propositions, du concret, parce qu'il va falloir justement donner des éléments pour avancer. Moi, ce qui m'a particulièrement interpellée durant cette période de confinement, c'est le fait qu'un certain nombre de personnes, et surtout les familles les plus modestes, n'étaient pas suffisamment équipées. Lorsqu'on est une famille nombreuse, qu'on a tous les enfants qui doivent suivre les cours via un outil, qu'on a peut-être un ordinateur, mais souvent en réalité que des téléphones, c'est très 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 compliqué de pouvoir justement rester connecté dans des périodes telles que celles que nous avons connues. Alors notre première proposition, c'est d'avoir un objectif de résultat. 100% des ménages équipés d'ici 2022. Pour cela, on repose sur un certain nombre d'outils. La première chose, c'est de mettre en place une bourse aux outils numériques.
bourse aux outils numériques qui reposerait sur le matériel d'entreprises, par exemple, lorsqu'elles renouvellent leur parc informatique, de collectivités, de ménages aussi. Je pense que chez vous, vous avez tous peut-être un ordinateur, une tablette qui traîne que vous n'utilisez pas suffisamment. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt remettre cela à cette bourse aux outils numériques pour transmettre ça à des familles qui en auraient un peu plus besoin? Et puis peut-être d'autres propositions que vous avez peut-être vous pour atteindre cet objectif de 100% des ménages équipés. Est-ce que ça vous inspire, Kat? Oui, et quand vous avez parlé des ordinateurs qu'on a tous chez nous, ça me fait penser à 3 startups que j'aime particulièrement, qui font partie de French Tech 120, qui est le 120, je dirais, startup le plus avancé de la France, qui pourrait potentiellement devenir licorne. Il y en a 3, en fait, qui font du reconditionnement. Back Market, Certideal et e-commerce, est quelque chose que peu de gens savent sur les smartphones reconditionnés, c'est que certains, voire beaucoup, notamment c'est le cas de smartphones de e-commerce, sont reconditionnés en France. Donc c'est vrai que c'était des téléphones ou c'est des devices qui étaient peut-être à l'époque chinois-américains, mais qui sont un peu devenus français, qui ont créé des emplois en France entre-temps. Et je dis ça parce que quelque chose auquel je tiens énormément, dont Cédric a beaucoup parlé, c'est que il faut que la transformation numérique soit une chance pour les Français, qu'elle soit la plus française et la plus européenne possible. Et quand on parle de équiper plein de ménages, il faudrait aussi que ce soit que ça crée également des emplois sur le territoire. Donc c'est ma première chose auquel je pense. Une question que je me pose par rapport à la proposition, c'est je ne suis pas sûre que le numérique, c'est uniquement des outils. Et je pense qu'il y a une certaine solidarité qui devrait se mettre en place aussi pour les usages. C'est le genre de choses qu'on voit beaucoup, notamment dans le centre de médiation. Je pense que c'est un problème qui est complexe. Je pense qu'en effet, la partie financière est une grande partie, mais elle n'est pas toute seule. Et sans un réseau de vraie solidarité où tout le monde se dit, nous aussi, on doit se sentir responsable par rapport au niveau de compétences d'utilisation numérique de nos concitoyens, ce ne serait pas assez. On parlera des usages. Je sais que c'est un sujet qui tient énormément à Pierre-Alain Raffan, notamment. Kat a évoqué la question des outils reconditionnés. Et justement, le groupe de travail avait cette idée de aussi baisser la TVA sur un certain nombre d'outils reconditionnés. Alors j'en profite, on a un ministre à ma gauche. Qu'en penses-tu? Alors, il faut que j'appelle, j'allais dire Gérald Darmanin, mais c'est plus Gérald Darmanin, c'est Olivier Dussopt. Je pense qu'il y a, en fait, il y a là un vrai sujet. Ce à quoi on voudrait arriver, et Kat l'a très bien dit, c'est récupérer tous ces ordinateurs, ces téléphones, soit qui traînent dans les placards ou les tiroirs des Français, soit qui ne sont plus utilisés par les entreprises, les reconditionner, en tout cas les réparer en France, et les mettre sur le marché à des prix extrêmement bas. Ça se passe dans un certain nombre d'endroits. J'étais par exemple hier à Trélazé, dans la banlieue d'Angers, où la CNP, donc cette compagnie d'assurance, a donné dans cette ville de 18 000 habitants 300 ordinateurs reconditionnés. Et donc qui marchent quasiment aussi bien qu'un ordinateur neuf. Elle n'en a plus l'utilité parce qu'ils ont changé l'équipement. Pour une famille, un ordinateur quasi neuf, où le traitement de texte, où ça marche, c'est vraiment ça change la vie. Et 300 sur 18 000, c'est beaucoup, hein, parce que 300, ça veut dire, je sais pas, des familles de 2, 3, 4 personnes, 4 fois plus de personnes qui sont couvertes. Et ça, d'abord, c'est écologiquement extrêmement intéressant, parce que ça vaut beaucoup mieux que d'acheter un nouvel ordinateur ou un nouveau portable. Ça crée de l'emploi sur le territoire, évidemment, ça équipe. On a encore quelques petits sujets réglementaires, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu absurde, mais plus intéressant de recycler que de réutiliser pour les entreprises. Et par exemple, j'étais en Guyane il y a 6-7 mois, et il y a des entreprises pour lesquelles c'est plus intéressant de renvoyer en métropole des ordinateurs pour les faire recycler en les mettant dans des bateaux que de les faire réparer et revendre sur place. Donc on a quelques absurdités, donc il faut y travailler.
notamment sur les questions fiscales, les questions de normes, les questions d'organisation de filière, parce que la filière du recyclage est extrêmement bien organisée, alors que celle de la réutilisation l'est encore moins, même si on a des acteurs qui évoluent. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose là qui peut servir l'équipement et servir l'écologie et servir l'emploi où on a tout à gagner. En 2 mots pour rebondir sur la proposition, je pense qu'il y a 3 choses dans la fracture numérique. Il y a la connexion, l'équipement et les usages. Et je pense qu'il faut aller vers 100% d'équipement, mais ce dont on se rend compte, c'est par exemple ce qu'on a vu quand les conseils généraux ou les conseils régionaux ont payé des équipements à tous les enfants, c'est qu'il faut absolument l'accompagner sur les usages. Parce que si vous donnez à un collégien ou un lycéen un ordinateur et que le professeur ne l'utilise pas ou ne sait pas l'utiliser, n'a pas été formé pour, en fait, ça ne marche pas. Et donc, oui, pour aller vers des éléments sur l'équipement, nous, on réfléchit par exemple à des choses comme des tarifs sociaux ou des choses comme ça. C'est pas tout le temps facile parce que c'est un monde dans lequel il y a énormément de promotions. Et donc, vous allez avoir demain un ordinateur portable à 50 ou 150 euros et qui va parfois être moins cher. C'est le cas des portables aussi avec les forfaits que les tarifs sociaux que vous aurez négociés. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question. Mais en tout état de cause, c'est aussi pour ça qu'on a fait un effort historique sur l'inclusion, les usages. Je sais que Pierre-Alain, c'est un sujet qu'il aime beaucoup. Parce qu'on s'est dit, en fait, le plus dur aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre aux gens à s'en servir et ensuite on leur donnera on s'occupera de l'équipement. Bon, Pierre-Alain, on parle d'usage, quelques petits appels du pied parce qu'on sent que c'est vraiment le cœur du sujet en réalité. Parce qu'avoir des outils numériques, c'est bien, savoir les utiliser, c'est mieux, comprendre ce qu'il se passe derrière aussi, c'est mieux. Alors, est-ce que tu peux peut-être revenir sur les différentes propositions que nous avons faites et puis surtout le cheminement que tu as imaginé en matière de sensibilisation, éducation à la culture du numérique? Mais merci pour cette question, mais comme le disait Cédric à l'instant, il faut tout faire en même temps. C'est la grande difficulté, la grande complexité de ce sujet, parce que le numérique, ça englobe tellement de choses, que ce soit dans les connexions, l'infrastructure, les aspects aussi du management, comment les entreprises arrivent à aborder une transition managériale, parce que quand toute une équipe est en télétravail, c'est beaucoup plus complexe d'avoir d'autres réflexes. Il faut réapprendre presque à travailler avec le numérique. Au-delà de la partie infrastructure matérielle, en effet, ce qui nous semble aussi prioritaire, c'est de se dire que nous, en tant que responsables politiques, que ce soit le gouvernement et les élus, quels qu'ils soient, ont une responsabilité pour différentes générations, les générations actuelles et les générations futures. On sait que le numérique va toucher tout le monde, on l'a dit, on le répétera jamais assez. Quand vous prenez rien que l'aspect de l'emploi, l'OCDE, qui font des études assez sérieuses, estime qu'il y a un tiers des emplois qui vont être fortement modifiés ou supprimés ou transformés dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire que ce sont des millions d'emplois. Donc il y a des filières qui seront peut-être moins touchées que les autres. Prenez votre coiffeur, peut-être même si je suis mal placé pour en parler, il va peut-être pas être c'est pas une filière qui va être touchée de manière immédiate. Bon. Par contre, il y a beaucoup d'autres filières qui vont être touchées. Si on ne prépare pas chacun dès maintenant à aborder son travail ou la transition de son propre métier au regard du numérique, on pourra avoir peut-être des révolutions qu'on ne verra pas forcément venir, mais qui peuvent être violentes, c'est-à-dire une filière qui s'arrête du jour au lendemain, entre guillemets. Donc, on s'est dit, préparons dès maintenant l'ensemble des citoyens, parce que le numérique, c'est pour tout le monde, avec un socle minimum de connaissances qui permettra de se débrouiller et d'avoir une autonomie qui permettent de préparer son avenir. Donc ça, c'est à travailler avec les entreprises, avec les gouvernements, les associations, les filières, les syndicats, les branches des métiers. Il faut vraiment qu'on se mette tous autour de la table sur ces sujets-là. Et au-delà de ça, il faut aussi préparer les générations futures. Et pour préparer les générations futures, il faut former les parents, il faut former les professeurs. Donc il faut intégrer des modules de formation numérique dans les formations des professeurs pour qu'on puisse après chacun apprendre en tout cas correctement. Et la question aussi que tu connais très bien, Laetitia, c'est qu'est-ce qui se cache derrière le numérique. Et ça, c'est notre approche, c'est comment donner des clés de lecture à l'ensemble des citoyens, que
que ce soit les parents, les grands-parents et les jeunes, à arriver à décrypter l'écosystème du numérique. Donc là, on parle bien sûr des réseaux sociaux. C'est quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur ces réseaux sociaux, sur la démocratie au sens large, parce que quand je ne fais pas trop attention à mes données qui sont enregistrées un peu partout et réutilisées parfois contre moi, parce qu'on ne sait pas qui priorise ces données-là. Et moi, je me laisse parfois avoir par les 10 premières informations et je ne sais pas comment elles sont triées. Donc on ne me donne pas toute la palette nécessaire qui permet d'avoir un esprit vraiment critique. Et ça, à mon sens, c'est une vraie priorité. Je sais que Cédric est très sensible. Tu as travaillé aussi sur une loi sur la haine sur Internet. En fait, voilà, tout est englobé là-dedans. Il faut qu'on se donne ces clés de lecture-là. Et ça passe par l'éducation permanente et une forme d'hygiène numérique. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment un programme politique systémique sur le numérique qu'on souhaite développer. Exactement, former dès le plus jeune âge, sensibiliser, comprendre ce qu'il se passe derrière les outils du numérique, et puis aussi au cours de la vie, pouvoir rebondir. Et si jamais il y a la transformation de certains métiers, pouvoir peut-être suivre une formation particulière. Pierre-Alain, tu avais une idée d'auto-école du numérique. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? D'où est sortie cette idée ? En fait, en discutant avec les collègues, puis aussi au sein du groupe de travail, on s'est dit que dans la vie, à un moment, on passe des étapes très importantes qui nous permettent peut-être d'avoir des loisirs, d'avoir un emploi ou de nous sauver la vie. Vous prenez le savoir nager aussi, qui a été relancé par la ministre déléguée des Sports, Roxana Maracineanu. À un moment dans notre vie, on a passé un brevet, une sorte de brevet à l'école, où on a appris les bases. Donc on peut s'en servir en loisir de nager, et ça nous sauve aussi la vie dans d'autres situations. Ça peut donner de l'autonomie. Le permis de conduire aussi. C'est pas obligatoire, mais souvent quand on en a un, ça peut permettre d'aller chercher un emploi un peu plus loin et d'être autonome. Et on s'est dit, pourquoi pas développer le même état d'esprit dans le numérique ? La France a développé des tiers-lieux partout en France. Et pourquoi pas, dans chacun de ces tiers-lieux, d'avoir des professionnels, des associations qui nous forment sur un socle qui serait une référence. Comme il y a des diplômes, il y a le TOEIC, par exemple, qui sont référencés. Voilà. Il y a Pix.fr qui fait ça très bien. Donc, on peut avoir déjà évalué nos propres compétences et puis aller progresser et d'avoir des niveaux de qualification qui seraient reconnus dans la société, dans l'entreprise, pour en fait être reconnus et puis s'entraîner. Le numérique, c'est un entraînement, ça évolue tellement vite, il y a tellement de sujets qu'on aurait ces lieux très proches de chez nous où on irait se former et on pourrait être qualifié, diplômé sur une base qui serait reconnue de tous. Donc ça, c'est un projet qu'on souhaite étudier, c'est une proposition et on espère y travailler très très rapidement avec tout l'écosystème et bien évidemment le gouvernement et les élus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout cela, Mathis ? Je vous voyais un petit peu réagir. Non. Je pense que je suis complètement d'accord avec les constats. Je crois qu'il faut former au numérique, que ce soit les enfants, les élèves, les étudiants et après les adultes tout au long de leur vie. Je pense qu'on fait déjà beaucoup de choses. Je pense que l'éducation nationale a déjà des programmes. On ne part pas de zéro. Je pense que ça ne doit pas être que sur de la formation numérique. On a parlé des informations via les réseaux sociaux. Ça vient aussi par de l'éducation civique, ça vient par des cours d'histoire. Il faut armer les gens à une pensée critique parce qu'on ne va pas pouvoir, avec une formation numérique, apprendre aux gens que ce n'est pas une information fiable. Il faut les prévenir, il faut bien sûr leur dire, mais il va falloir aussi leur former intellectuellement à pouvoir prendre un peu de recul. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup essayé. Moi, j'ai déjà écrit un rapport là-dessus il y a déjà quelques années. On essaye beaucoup de mettre en place des formations sur le numérique, différents aspects. C'est-à-dire qu'il y a savoir utiliser le numérique dans la vie de tous les jours, il y a savoir utiliser le numérique au travail, il y a savoir coder, qui est encore une autre utilisation du numérique. Donc, on a essayé beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que on a un peu du mal sur vraiment le volet formation générale au numérique pour que tout le monde puisse utiliser les ordinateurs, les téléphones qu'ils ont à leur disposition ou qu'on va leur donner demain avec votre plan. Comment on fait ?
il y a 3 types de personnes. En fait, quand on réfléchit aux gens qui sont aujourd'hui un peu en difficulté avec le numérique, il y a 3 types de personnes. Il va y avoir des personnes en précarité. Et donc là, on couple la question du numérique à la question de la précarité. Et donc c'est quasiment du travail social qu'il faut faire avec ces gens-là. C'est très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas vraiment utiliser les réseaux sociaux actuellement, les associations qui font ce travail-là ou les collectivités territoriales, parce que le numérique, c'est quand même un savoir particulier. C'est-à-dire que moi, je peux vous apprendre à déverrouiller votre téléphone, à envoyer un mail, mais bon, si je dois vous apprendre à gérer tout seul la CAF, je ne sais pas faire. Et donc, il y a quand même quelque chose, il faut des gens à peu près formés pour former les gens qui vont aider ces gens-là à s'en sortir. Le deuxième groupe, c'est des gens qui ne sont pas en difficulté économique ou dans la précarité, c'est des gens qui sont un peu si on était dans la novlangue des start-upers, des late adopters. On ne sait pas pourquoi, ils aiment pas trop ça. Et je pense que là, le confinement a dû aider parce qu'ils s'y sont mis. Et là, les barrières culturelles ont sauté. Ils ont fait le Skype avec leurs petits-enfants. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas si compliqué que ça et que demain, ils y arriveront parce qu'ils ont le bagage pour s'en sortir. Et puis, ils ont sûrement la famille, les amis qui vont les aider à s'en sortir. Et puis, le troisième groupe, ça va être des gens qui ne s'y mettront jamais. Et ces gens-là, on le sait, c'est probablement des personnes âgées, c'est des gens qui sont très, très déconnectés. Bon, là, il faut offrir des choses en dehors du numérique, et il faut continuer un accompagnement. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas accès au numérique. C'est-à-dire qu'on a vu dans les EHPAD des personnes âgées qui communiquaient avec leur famille grâce aux aides-soignants qui appelaient via leur téléphone la famille de la personne âgée. Donc, il y a des choses à faire. C'est des gens qui ne vont pas être utilisateurs directs, mais qui vont pouvoir, à travers un tiers, en bénéficier. Donc, et là-dessus, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, qu'on a déjà essayé de les faire travailler ensemble. Donc l'enjeu, ça va être un enjeu de pilotage, à mon avis. Ça va être un enjeu de professionnalisation de ces associations et de ces collectivités territoriales. Donc c'est vraiment un enjeu opérationnel. Mais moi, je pense qu'on peut y arriver. Il n'y a pas de raison. On sait former des gens, on sait accompagner des gens. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas sur le numérique. On sait faire, Kat. Vous avez dans votre besace des personnes qui sont prêtes à ouvrir les auto-écoles du numérique? Oui, il y en a déjà beaucoup qui sont plutôt en ligne, comme Open Classrooms, qui est aussi dans la Next 40. Moi, je trouve que l'idée est formidable. J'aime beaucoup la dimension notamment territoriale et ce genre de proximité, parce qu'il ne faut pas oublier que le numérique, c'est aussi une dimension humaine. Après, là où je te rejoins, Mathis, sur les questions de segmentation, c'est qu'en effet, là, on a en effet plus un public très late adopter, comme Mathis disait, qui a besoin d'une typologie d'accompagnement assez spécifique. J'avoue, personnellement, les segmentations qui m'inquiètent beaucoup, c'est plutôt les jeunes diplômés. Ceux qui sont en train de terminer leur dernière année d'études, jusqu'à ceux qui ont obtenu leur diplôme jusqu'à 50, parce qu'en fait, ils se sont formés pour des métiers qui aujourd'hui en fait sont beaucoup moins pertinents qu'à l'époque qu'ils investissaient énormément dans leur formation. C'est une génération qui apprend très vite, qui est jeune, qui est un peu plus ouverte à la nouveauté. Et un chiffre qui nous avait beaucoup frappé, moi et Cédric, avant Covid, c'était les pénuries de talent tech dans l'écosystème tech français. Donc, en fait, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant les crises, et là, les chiffres sont en train d'évoluer, il n'y avait pas assez de développeurs, mais aussi de marketeurs, des personnes spécialisées en produits pour soutenir la croissance et la vitesse de la croissance de la numérique française. Donc, en fait, c'est à la fois comment on pourrait les aider, en effet, à mieux comprendre comment utiliser les outils et gérer cette transition en famille, mais il ne faut pas... je pense qu'il faut aussi qu'on soit extrêmement ambitieuse en voyant qu'il y a en effet tous ces jeunes-là, et c'est une sacrée opportunité, je trouve, pour la France. Si on arrive au cours de deux prochaines années à vraiment faire en sorte qu'ils rejoignent très rapidement le métier d'avenir et on profite de cette période un petit peu de flottement pour l'accélérer, au final, ce serait une chance pour la France, pas juste encore pour rattraper les niveaux qu'on avait avant la crise, mais pour le dépasser. Merci beaucoup. Je suis
tout à fait d'accord. Alors, ça fait beaucoup de propositions, beaucoup d'urgence, en fait. Donc, Cédric, une question hyper simple, du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je pense qu'il faut tout faire. Bon, si on voit le verre à moitié plein, la crise est un formidable levier de changement. C'est-à-dire que ce sujet, à la fois de la fracture numérique, à la fois de l'emploi dans le numérique, et de l'importance du numérique, n'a jamais été apparu aussi important à tout le monde. C'était déjà là, comme Mathis le disait, il y avait déjà une transformation, elle s'est accélérée de manière absolument exceptionnelle. Et comme on le disait, à la fois, on se rend compte qu'il faut mettre des moyens, des formateurs. En fait, oui, on a beaucoup essayé. En fait, on se heurte systématiquement au fait qu'on a besoin de plus de gens mieux formés qui vont, en gros, apprendre à tous les Français à pêcher. Parce que, en fait, on passe notre temps à voir des gens qui font un travail extraordinaire dans les maisons France Service, chez Pôle emploi, à la CAF, etc. Mais on écope la mer. C'est-à-dire qu'il y a 13 millions de Français qui ne savent pas se servir d'Internet. Si on n'est pas capable, sur les 6 ou 7 millions dont on estime qu'ils peuvent apprendre, de leur apprendre, c'est un puissant fond. Donc, c'est pour ça que dans le plan de relance, on a décidé de mettre 250 millions sur la table, ce qui est 20 fois plus que ce qu'on avait décidé la dernière fois, et grosso modo, d'avoir plus de gens et plus de lieux. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est cette question, effectivement, des emplois. Il y avait plein d'emplois qui étaient disponibles. Il y en aura un peu moins après la crise, mais il faut savoir que c'est quand même un écosystème qui continue à créer de l'emploi. Donc, dans un moment où on est en crise, où on sait que des entreprises vont faire faillite, il faut en profiter pour réorienter toute une partie de la main-d'œuvre, et des jeunes notamment, vers ces entreprises, vers ce secteur qui embauche. Et surtout, il faut le faire partout en France, dans tous les quartiers. On évoquait tout à l'heure, avec Pierre-Alain, cette question de la diversité. Ça embauche à tous les niveaux de compétences. Et l'école de la vie, comme dit la French Tech, c'est très bien aussi pour aller travailler dans ces entreprises. Donc, il faut qu'on travaille plus d'écoles comme Simplon, comme Webforce 3, comme toutes ces entreprises de la grande école du numérique, plus de formation initiale et formation continue. Parce que voilà, on a des jobs, on a de l'emploi, ça vient alimenter un écosystème qui est important pour l'économie et l'indépendance française. Et puis, c'est des emplois de long terme. Et puis, ça aide aussi à résoudre, pardon, je fais un tout petit dégagé, c'est important que les entreprises de la technologie soient à l'image de la société, parce que voilà, on voit que dans la colère des classes moyennes, dans la peur de l'avenir, il y a un peu une peur de la technologie et du numérique. Et si on veut faire en sorte que tout le monde accepte le numérique, c'est très important qu'on ait tous un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un petit enfant qui travaille dans le numérique, qui en fait partie parce que ça aidera, voilà, à lier ce sujet du développement économique et ce sujet de l'acceptation sociale de la technologie, qui est un autre grand sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui est un sujet de défi pour le secrétaire d'État au numérique. Et alors, imaginons, là, on met tout ça en place, on est bon. Tout le monde est équipé, tout le monde est formé. On arrive dans le milieu du travail, et pour parler d'un milieu que je connais bien, la justice, on se retrouve avec des fax et des ordinateurs sous Windows 95. Voilà, le vrai problème, c'est aussi, après, dans le milieu économique, cette transformation numérique. Tu as évoqué le plan de relance, un investissement qui est très, très, très important, qui est massif en la matière. Je voudrais bien d'ailleurs que tu reviennes sur ce point pour détailler les choses, notamment pour nos TPE, PME, les plus petites entreprises, comment est-ce qu'on les accompagne. Nous, on avait eu cette idée justement d'un fonds dédié, et puis aussi de quelque chose qui permette de suivre la transformation numérique des entreprises. Un Numériscore, n'est-ce pas, Pierre-Alain? Oui, nous, on a des idées comme ça, auto-école du numérique, Numériscore, qui permettent de suivre la transformation numérique d'entreprise. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu en penses? On a travaillé sur le Numériscore de Pierre-Alain, on ne communiquera peut-être pas ici. Exactement. Non, alors, plusieurs choses dans ce que tu as évoqué. D'abord, cette question du plan de relance. Le plan de relance qui doit préparer l'avenir. Il était naturel, logique, quelque part, que le numérique ait une part absolument importante. C'est à peu près un peu plus de 7 milliards d'euros
probablement nettement plus en fait, notamment parce que dans la santé, la dépense devrait être encore supérieure. Donc c'est probablement entre 7 et 10 milliards d'euros dans le plan de relance, ce qui en fait le deuxième secteur qui a été le plus concerné par le plan de relance, après l'environnement. Mais on comprend bien, tu parlais des deux transitions, c'est assez normal. 3 choses. 1, investir dans le développement de la technologie, des entreprises du numérique, pour aller créer de l'emploi et concurrencer les Américains et les Chinois. Deuxièmement, cette question de l'inclusion numérique. On finit la couverture fibrée du territoire d'ici 2025 et on forme les gens au numérique, indispensable. Et troisième élément, cette question qui je sais, tu as beaucoup à cœur, la question de la transition numérique et de l'État. Donc on va remettre de l'argent sur les outils numériques de l'État, sur les réseaux de l'État, sur la digitalisation et la numérisation des démarches administratives, en faisant en sorte qu'elles soient beaucoup plus accessibles qu'elles ne le sont aujourd'hui, que ce soit aux personnes de handicap ou aux gens qui s'y connaissent peu en numérique. Et cette question difficile, il faut le dire, de la numérisation des TPE, PME. On sait qu'on est très bon sur les startups, pour le dire comme cela, et on est assez mauvais sur la question de la numérisation des TPE, PME en France, depuis très longtemps. Mais en fait, le plus dur, c'est pas l'argent. Le plus dur, c'est d'aller toucher les TPE, PME dans les territoires. Et j'ai vu, par exemple, hier, un exemple assez vraiment remarquable, c'était avant-hier, pardon, à Angers. À Angers, pendant le confinement, tous les magasins ont fermé. Et donc, le petit commerçant de centre-ville, il ne faisait plus un rond. Il n'y avait plus rien qui rentrait. Et donc, Angers a décidé à ce moment-là de travailler avec une start-up qui s'appelle Wishibam. Et en fait, ils ont fait une place de marché qui s'appelle, je crois, les vitrines d'Angers ou quelque chose comme ça. Et vous avez 400 commerçants du centre-ville qui vendent maintenant en ligne. Certains qui font beaucoup de chiffres, certains qui en font un peu moins. Mais en fait, je pense que c'est ça l'avenir. Bien évidemment, ils n'ont pas fermé leur petit commerce. Moi, j'en ai visité un d'alcool, un de chocolat et un commerce qui était un commerce d'habits dans le textile. Et pour eux, c'est l'avenir. En fait, ils ont eu du mal à s'y mettent maintenant, et ils voient tout l'avantage qu'ils ont à avoir ce double canal, à la fois en ligne et en ligne. Ça leur permet de résister à Amazon et au e-commerce. Ça leur permet de faire venir de nouvelles personnes. Ils disent, surtout, on voit des gens qu'on n'avait jamais vus. Évidemment, de faire un peu plus de chiffres. Bon, ça, il faudrait qu'on puisse le généraliser, qu'on puisse aider les communes. On y travaille avec Alain Griset, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Et je pense qu'on doit travailler, mais on doit faire la même chose dans les entreprises industrielles, chez l'entreprise de maçonnerie. Parce que ça fait partie à la fois de ce tissu industriel et économique auquel on tient tant. On ne va pas avoir que des startups en France. Faut aussi et même le secrétaire d'État numérique n'a pas du tout envie que tout le monde soit une startup. Voilà. Donc il faut s'occuper de notre tissu industriel habituel. Et puis ça, d'abord, c'est économiquement et puis socialement indispensable. Mathis, vous avez vous aussi travaillé sur un certain nombre de propositions pour accompagner les entreprises ? Oui, c'est certain. On a un retard. Je pense que c'est aussi un des symptômes de notre tissu de PME, TPE, qui est plus petite que, par exemple, nos amis allemands. Les entreprises sont plus petites, il y a moins de monde, il y a moins de temps pour le chef d'entreprise. Et on sait que c'est ça, à la limite aussi. Il y a moins de temps pour le chef d'entreprise pour s'occuper de la numérisation de son activité. Juste en 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire la transition numérique pour les entreprises ? Il y a la façon dont elles communiquent, l'email, le groupe WhatsApp entre employés. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Ou même la vidéoconférence, excusez-moi, pour les réunions. Je pense que là-dessus, on a quand même fait un bond en avant avec la crise. Il y a la façon dont ils travaillent au quotidien, comment ils organisent leur travail, comment ils gèrent leur stock, et puis il y a la façon dont ils créent de la valeur. Je crois que c'est là où il faut qu'on arrive. Il faut qu'on arrive à changer la façon dont ils créent de la valeur. Et je suis complètement d'accord avec Monsieur le Ministre sur il faut que ça touche les entreprises de services et les entreprises industrielles. Il faut qu'on inclue dans le numérique la robotisation. Mais bon, c'est extrêmement complexe. Comment on fait ça ? Je pense qu'il faut... Bien sûr, aider, il faut accompagner, il faut financer en partie peut-être cet investissement, d'autant plus dans une période de crise qui est difficile. Il faut peut-être aussi
donner une personne supplémentaire dans l'équipe pour l'aider. Donc il y a peut-être quelque chose où il faut déléguer une personne. Alors est-ce qu'il faut financer un emploi? C'est des choses qui peuvent être complexes, hein, qui peuvent être aussi détournées. Mais voilà, il faut qu'il y ait du temps alloué à ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis il faut être aussi honnête. Certaines entreprises n'y arriveront pas. Et c'est là qu'il faut faire le pont avec la French Tech. Mais pas que, parce que c'est-à-dire que si prenons l'exemple d'un commerce de proximité qui n'arrive pas, pour multiples raisons, à faire sa transition numérique. Peut-être qu'un nouveau commerce va arriver, ce nouveau commerce avec des gens qui vont être qui vont penser le numérique dans leur façon de vendre leurs produits. Donc il faut aussi aider un peu cette vision un peu schumpeterienne c'est dire il y a des gens qui vont mourir, il faut juste aider la génération d'après, et ça ne va pas forcément détruire de l'emploi sur le long terme. Donc voilà, il faut aussi avoir cette vision, c'est-à-dire que tout le monde n'y arrivera pas, et peut-être qu'il faut aider à la création de nouvelles entreprises, pas forcément des startups, des entreprises du quotidien, et qui vont être nativement numérisées. Et donc accompagner ça avec les CCI, avec tout ce qu'on peut faire là-dessus. Je présume, Kat, que quand vous entendez tout cela, vous avez envie de dire youpi, n'est-ce pas? Donc, est-ce que je suis pour plus de création d'entreprises? Bien sûr que oui, mais pas n'importe quelle. Hein. Enfin, je pense que c'est ça le vrai débat aujourd'hui sur la création d'entreprises et le renforcement du tissu entrepreneurial du pays, start-up, TPE, voilà. Quand on parle de nouvelle génération, ce n'est pas juste une question d'âge. Ça veut aussi dire que c'est une génération d'entreprises qui est créée autrement, qui embauche autrement, qui est plus ouvert, plus de diversité, qui fait plus attention à des sujets environnementaux. Et là, on a vraiment l'opportunité de les façonner. Je profite du coup pour faire un peu de publicité pour un programme sur lequel Cédric et moi travaillons avec l'ensemble de l'équipe de l'émission French Tech, qui s'appelle French Tech Tremplin, qui est vraiment le programme coup de cœur de la French Tech. C'est un programme qui a été designé pour essayer de chercher des talents entrepreneuriaux partout où ils se trouvent, que ce soit dans les banlieues difficiles, dans la ruralité, dans les populations de réfugiés, et de faire en sorte qu'ils rejoignent la French Tech. La manière dont on le fait, c'est qu'on essaie d'imiter le genre d'avantages qu'ils auraient pu avoir s'ils venaient d'un milieu plus favorisé. C'est-à-dire, dans un premier temps, on crée un programme de prépa pour eux, qui est plus pour des individus, où ils ont accès à une bourse, à une formation, et surtout à un mentor fil rouge qui est un entrepreneur à succès de l'écosystème. Ensuite, si ça fonctionne, et là on arrive dans la deuxième phase, Cédric a annoncé lundi en fait, que l'appel à candidature va ouvrir la semaine prochaine. À ce moment-là, s'ils décident de lancer une entreprise, on est également là pour eux. On les soutient encore avec une bourse, cette fois de 42 000 €. Ils sont ensuite accueillis par un incubateur accélérateur en France, et ils ont encore ce système d'entraide dans la promotion. Et ça a l'air d'être une petite initiative, mais je pense qu'on a vraiment de quoi être fiers, parce que la France est le seul pays qui a lancé une initiative si ambitieuse pour diversifier l'écosystème tech français. Oui, et on a de quoi en être fiers. On a aussi on a beaucoup de marcheurs qui nous suivent là en direct, et puis ceux qui sont sur le campus d'Île-de-France. Et je vois dans les questions, je vois deux questions qui m'interpellent. Question de Jérémy qui nous demande quels sont les sujets sur lesquels la France et l'Union européenne travaillent pour développer des technologies numériques, que ce soit au niveau logiciel ou matériel. Et une question de Georges qui nous dit alors que tout le monde se tourne vers le télétravail, ne faudrait-il pas interdire à nos entreprises d'utiliser des logiciels non européens? Alors cette question, j'ai bien envie de la poser à Pierre-Alain, parce que, pour la petite anecdote, durant le confinement, à chaque fois qu'on devait utiliser un outil de travail à distance, Pierre-Alain nous envoyait un lien vers une application différente, en essayant à chaque fois qu'on puisse travailler sur des outils français ou européens. Alors Pierre-Alain, qu'est-ce que tu réponds à Jérémy et Georges ? Il n'y avait pas que Pierre-Alain, Cédrico aussi. Et nous avons travaillé main dans la main, à distance, pour pouvoir pousser en tout cas les pépites françaises qui arrivent à développer ce type d'outils.
2 sujets. Je vais commencer par le dernier, sur la souveraineté, enfin ce qu'on appelle en tout cas souveraineté numérique. Et je pense que Cédric pourra préciser après. Il y a une volonté en tout cas de l'État de faire progresser toutes nos pépites pour pouvoir après alimenter l'ensemble des institutions et des entreprises. Parce qu'il y a en effet un sujet sur la maîtrise de nos données. C'est vrai que plus on pourra développer des sociétés, des entreprises françaises et européennes, il faudra que nous montrions l'exemple aussi collectivement, plus nous pourrons assurer une forme de souveraineté numérique, donc c'est-à-dire la maîtrise de nos données sur le sol européen. Parce que là, ça ne se joue plus que sur le sol français, c'est vraiment sur le sol européen. Et l'Europe, d'ailleurs, travaille dessus. Pour répondre à la première question, c'est une des priorités et je pense qu'il n'y a pas un article par jour presque qui ne parle pas des combats de Thierry Breton sur ce sujet au niveau européen. Deuxième sujet, il y a un grand plan, enfin il y a des plans d'investissement d'avenir sur la technologie, il y a le plan de relance et un sujet aussi que je voulais évoquer, c'est qu'on va voter dans les prochains jours, en tout cas je l'espère, on y travaille très fortement, une loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dont une des priorités est de soutenir la transition technologique et numérique. Donc il y a 25 milliards d'euros sur les 10 prochaines années sur ces 3 grandes transitions, mais c'est un des piliers de cette loi. Et on appelle aussi par les CCI, avec les petites entreprises, et on y pense même rarement, c'est de faire appel à des jeunes doctorants qui sont dans des projets de recherche en transition technologique, de pouvoir investir une entreprise. Et on va voter en ce sens-là des incitations sur toutes les entreprises, notamment les petites entreprises, pour pouvoir embaucher ou héberger un projet d'un jeune docteur français qui puisse aider l'entreprise à mener cette transition-là. Donc, ce sont des priorités nationales et des priorités, bien sûr, continentales européennes. Quand on parle de souveraineté, ce n'est pas la souveraineté pour la souveraineté, c'est la souveraineté pour le choix. On a beaucoup parlé des usages, c'est le fait de savoir que nos données sont hébergées en dehors du continent européen, sont hébergées en Russie, aux États-Unis, etc. Ça, ce sont des éléments sur lesquels il faut travailler. Nous, on a une proposition très simple, ce label hébergé en Europe, qui donc doit être poussé à l'échelle européenne. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel le gouvernement va aller pour essayer d'assurer cette souveraineté numérique ? Je pense qu'effectivement, on doit travailler la prise de conscience des Français. Beaucoup d'entre eux ne savent pas, par exemple, qu'en allant sur un certain nombre de réseaux sociaux, en utilisant certains services de cloud, effectivement, leurs données, alors il y a un débat juridique en ce moment, mais en tout cas, aujourd'hui, leurs données sont hébergées aux États-Unis, très souvent sous législation américaine. Donc, ça pose des problèmes à la fois d'indépendance et puis de protection des citoyens français. Et donc moi, je suis pour qu'on puisse travailler sur ces sujets, effectivement, d'hébergement. Honnêtement, je suis vraiment très partant pour qu'on travaille à ce sujet hébergé en Europe, de telle manière qu'on le sache. Il faut quand même savoir que, même chez les Américains, un certain nombre d'entreprises hébergent leurs données en Europe, mais ce sera déjà un premier pas dans la bonne direction. Je pense qu'il faut voir les choses par rapport aux questions d'interdiction posées, je ne sais plus par Jérémy ou l'autre question, de manière dynamique. Et il faut avoir une évaluation très, très claire. Aujourd'hui, si la plupart des entreprises françaises passent par des services américains, c'est qu'on est en retard. Et ça, je pense qu'il faut que le constat soit partagé. Pourquoi est-ce qu'on met autant d'argent, autant d'importance sur cet écosystème français ? C'est qu'on veut, nous aussi, avoir des champions. Et donc, la solution, elle n'est pas défensive. Une partie peut être dans la régulation, mais la solution de long terme, elle est offensive. On veut avoir des services de même qualité dans toutes les briques technologiques qui sont français et européens. Et donc, ça nécessite de continuer à investir. Je rappelle quand même que les grandes entreprises américaines, elles sortent de cette initiative de la Silicon Valley qui date des années 1950. Je crois que c'est 1957, après le lancement de Sputnik. On ne va pas revenir sur l'histoire, mais en tout cas, ça prend du temps. La dynamique est là, on grossit, mais on veut faire émerger des champions. Je pense qu'on peut les aider, en partie, par des sujets régulatoires, par des sujets effectivement de label, en tout cas de mise en valeur de ce qu'on sait faire en France. Dans la visio, il y a des acteurs français qui ne sont pas aussi puissants que Zoom, Microsoft ou Google ou Facebook, mais il y a des acteurs français.
je ne vais pas tous les citer, mais Livestorm, Tixeo, Global, Orange, Business Service qui fait un très bon logiciel. Nous, par exemple, dans mon cabinet ou à Bercy, on utilise Orange, et ça marche très bien. Alors, ils ne sont pas aussi puissants, aussi qualitatifs que Zoom, par exemple, mais pour 99,99% des usages, ça marche très bien. Donc, il y a aussi combattre le fait de tout le monde va chez le plus gros, quoi. Et donc, ça prendra du temps, mais je suis vraiment très optimiste. Et moi aussi. Je tiens à le dire. Et, j'ai une question pour vous, Mathis, parce que je regardais les questions qui sont posées par les internautes qui nous suivent, et je me demande si on est au bon niveau de réflexion, en fait, sur ce sujet. Je crois qu'ici, on se pose cette question de la souveraineté, on se dit que c'est quelque chose de vraiment primordial, mais quand je vois les questions, je vois que souvent, on nous dit, mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est les questions de notre concret de chez nous, et pas forcément cette question de la souveraineté, mais de savoir si nous, on va avoir cet accès, est-ce que nous, on va avoir cette question, cet accès à la fibre, quelle est ou encore, je vois encore des questions sur la 5G. Et donc, finalement, vous qui avez aussi un regard sur la société, est-ce que porter une souveraineté numérique française, européenne, c'est un besoin au sein de notre société? Est-ce que c'est, ou est-ce que c'est un besoin qu'on ne ressent pas forcément, mais une exigence qu'on doit tout de même porter? Oui, il y a deux choses. Le numérique, c'est le quotidien des Français, c'est le quotidien de tout le monde. Donc forcément, les questions, ça va être des questions du quotidien. Moi, ma première question, quand j'ai emménagé dans mon appartement, c'est est-ce qu'Internet sera bon? Et puis après, je me suis posé, est-ce que le routeur, ça sera Huawei ou autre chose? Mais avant tout, je me suis posé de savoir, est-ce que j'aurai un Internet solide? Donc je comprends ces questions-là, et je pense que c'est compliqué parce que voilà, il faut aussi répondre à des questions du quotidien, des questions très précises d'usage, d'accessibilité, de connectivité. Donc, je pense que c'est très bien. Je pense que la question de la souveraineté, elle est difficile à comprendre parce que en fait, c'est un arbitrage entre quelque chose qui est gratuit et quelque chose qui n'est pas gratuit. Et c'est souvent ça, ce qui va se passer. Pourquoi les gens ils ont utilisé House Party? Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'House Party, cette application très qui permettait de faire des visioconférences à plusieurs pendant le confinement. Est-ce que c'était gratuit? Parce que tout simplement, vous le téléchargez, vous étiez connecté avec vos amis, c'était simple, c'était... Savoir que les conditions générales d'utilisation étaient vraiment très légères et que vos données, c'était vraiment n'importe quoi, je crois que ça n'a pas intéressé grand monde. Donc, on est face à un business model, donc on est face à une façon de créer de la valeur qui est liée à l'utilisation des données que les personnes génèrent. Et donc, à partir de ce moment-là, sauf à mettre un prix sur les données, ce qui est un autre débat, c'est compliqué. C'est compliqué pour les gens de faire un arbitrage. C'est-à-dire que vous avez un arbitrage entre quelque chose qui est gratuit et quelque chose qui n'est pas gratuit. Et en fin de compte, retirer l'option gratuite, ça revient à empêcher les gens d'avoir accès à plein d'outils qui sont très utiles dans leur quotidien. Mais en même temps, on a envie de les sensibiliser. Donc je suis complètement d'accord avec ce que disait Monsieur le ministre. Je pense qu'il faut sensibiliser. Il faut aussi passer par la société civile. Je crois qu'il y a des associations qui font ça très bien, qui font des procès, qui mettent en avant cette question-là. Je pense qu'il faut les aider. Il faut les mettre en avant. Parce que cette question de la souveraineté, cette question de où sont stockées vos données, elle est assez importante. Et votre label est très bien. Moi, je serai le premier utilisateur de ce label. Après, il faut voir aussi, est-ce que c'est hébergé en Europe par des entreprises étrangères, notamment soumis au droit américain. Ça ne veut pas dire la même chose. Donc, on rentre dans la complexité. Et donc, voilà, il faut... Créons le label, créons une filière de cloud en France, d'hébergement en France et en Europe, et que ce soit de très haut niveau, avec énormément de sécurité, ou pour le citoyen. Je pense que c'est essentiel. C'est un peu comme un appel du pied vers vous, Kat, en fait. Hein. Le français, c'est pas gratuit. Est-ce qu'il faut, finalement, on oublie ce label hébergé en Europe et puis on fait un label French Tech for Free, par exemple, et puis on y va. On a failli y avoir un label similaire à ça. Pendant la crise, il y a eu une telle mobilisation de l'écosystème tech français. Cédric avait notamment mené tout un travail avec beaucoup d'entreprises françaises qui travaillaient dans le e-commerce pour justement pouvoir très rapidement, en fait,
fait permettre une accélération de la transformation numérique. Il y en avait beaucoup qui ont mis à disposition leurs services gratuitement pendant plusieurs mois. Après, je pense que si tout est gratuit, on aura quelques problèmes pour créer les champions dont Cédric parlait tout à l'heure. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on se pose la question de la souveraineté, pas juste qu'est-ce que c'est, mais à quoi ça sert. Est-ce que c'est uniquement en fait pour qu'on puisse s'assurer que nos données sont bien émergées en Europe? Est-ce que c'est assez? Ou est-ce que c'est pour que nous et nos enfants aient le droit de choisir? Un jour qu'on ne soit pas juste dans une situation où on est en train de subir les technologies des autres, et encore, la technologie n'est pas neutre. Enfin, les technologies américaines avec une logique très tech for cash et les technologies chinoises avec une logique très tech for control, et nous, enfin, quelque chose qui était toujours un de nos grands rêves pour la tech française, c'est que ce soit plutôt du tech for good. Voilà. Et donc, déjà, ce genre de destin ne sera pas dans notre contrôle. Si on est en train de subir uniquement les règles, les conditions et les outils des autres. Et il y a le deuxième qui est pas juste de choisir, mais également de créer. Quelque chose qui est important pour nous, enfin pour l'écosystème tech français, pour la France, c'est qu'on ne soit pas uniquement les gens qui sont assis en train d'essayer de déterminer quel logiciel est-ce que j'utilise, mais qu'on soit également les pays qui créent ces boîtes, que nos enfants puissent pas juste choisir le numérique, mais le façonner et contribuer en fait à le genre de numérique qu'on aimerait voir dans l'avenir. En fait, quand on parle de la souveraineté, je pense que c'est vraiment plus ça le rêve en fait. Et ce qui veut dire que je pense que l'hébergement il est assez important, mais comme Cédric disait, il y a beaucoup d'entreprises, notamment américaines, qui sont suffisamment malins pour héberger leurs données ici. La question, c'est aussi comment on pourrait favoriser le développement des entreprises françaises européennes. On parle beaucoup de champions et dans le cadre de la plan Relance, on parle aussi également pendant la crise du plan de soutien à nos entreprises. Mais la réalité, c'est que le vrai soutien dont nos entreprises numériques ont besoin, c'est nous. C'est les citoyens, c'est d'autres entreprises, parce que c'est impossible de devenir licorne, c'est impossible d'avoir la souveraineté si on n'utilise pas, si nous on ne contribue pas à la croissance de notre propre écosystème. Oui, et on en revient à ce qu'on disait même en propos introductif sur finalement après le rôle du numérique dans la société et le numérique. Pourquoi le numérique? Je voyais tout à l'heure une question qui disait se former au numérique pour le numérique. Il faut voir ensuite quelle est la finalité et quel rôle on donne au numérique dans notre quotidien. Est-ce que c'est finalement un outil seulement? Est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi permettre, et moi j'y crois vraiment, de renforcer les droits de chacun, aussi de permettre un réel exercice des droits de chacun lorsque ce numérique est utilisé à bon escient et lorsqu'il est pleinement maîtrisé. C'est ça aussi la question, c'est comment est-ce qu'on arrive, on parlait tout à l'heure de Tech for Good, mais comment est-ce qu'on arrive justement à avoir ce numérique qui porte une impulsion positive en fait dans les droits de chacun. Ça t'inspire ça, Pierre-Alain? Toujours très inspiré par les questions de Laetitia. Le numérique, c'est un langage, donc il faut qu'on aide chacun à le comprendre, tout simplement. Et quand on comprend une langue, très souvent, on s'y sent mieux, on comprend une culture aussi. Ça permet de communiquer dans ce nouveau monde, vu que le numérique est partout. Donc c'est pour ça que le premier sujet, c'est d'armer tout le monde, parce que l'idée, c'est de s'armer intellectuellement. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment donner les clés de lecture de ce qui se passe dans le monde du numérique et comment sont utilisées ces données. Et ça permet d'être autonome dans la manière dont j'appréhende l'information et je la traite, autonome dans mon avenir, parce que je sais que, Cédric le rappelait tout à l'heure, et dans diverses interviews, c'est que, je crois que Stéphane, en 2019, il y avait 80 000 emplois en déshérence, donc non affectés dans le numérique, et je crois que c'est près de 200 000 à l'aune de 2022. Et avec la transformation des métiers, c'est de dire, maintenant que j'ai mon arme numérique, je vais même pouvoir, moi, choisir mon avenir professionnel et mon avenir tout court. Et dans ce monde tel qu'on le vit à l'heure actuelle, avoir le choix
c'est un luxe. Donc il faut vraiment qu'on arme et que chacun, enfin qu'on rende de l'autonomie à chaque Français, parce que c'est notre responsabilité, pour pouvoir piloter et non pas subir d'ailleurs son avenir. Donc c'est ça un peu l'état d'esprit qu'on souhaite développer avec la majorité dans le numérique. Je pense que c'est pas mal ça. C'est un bon mot de semi-conclusion, monsieur le ministre. Hein. Semi-conclusion seulement, parce que c'est toi qui va conclure, Cédric. Voilà, le numérique pour faire des choix, le numérique pour ne pas subir. Je pense que c'est un élément vraiment important qui a aussi guidé la plupart de nos travaux. C'est vraiment comment sortir de cet imaginaire collectif qu'on a autour du numérique, bien rappeler à chacun ce que c'est, quelles sont les possibilités, quelles en sont aussi les limites, et le proposer toujours comme une option pour chacun pour justement pouvoir, dans des moments tels que celle de cette crise qu'on a connue, finalement, arriver en élément de substitution ou même en solution pérenne pour l'avenir, comme on voit beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui s'organisent autrement. J'ai vu un sondage qui avait été fait par France Digital qui nous disait que 76% des Français voulaient maintenir les usages du numérique qu'ils avaient acquis durant cette période de crise. Ça, c'est quand même une belle conclusion de cette période, non ? Oui, en fait, ça revient à ce que je disais au début, c'est intéressant, c'est-à-dire les Français, ils ont choisi. Ils ont massivement choisi dans leur usage de tous les jours et ils ne se posent pas des questions sur le Kama Sutra du numérique. C'est-à-dire que eux, le numérique, il est là, ils l'utilisent et ils s'en servent. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, ils font leur tri. Voilà. Mais c'est quasiment devenu une infrastructure essentielle de leur vie. Alors pour certains, c'est vrai que le sujet, c'est qu'il faut les amener à pouvoir profiter, comme tout le monde, de cette infrastructure. Mais ce qui est très intéressant, par exemple, là je vais repartir sur un exemple très concret, quand vous discutez avec les médiateurs numériques, c'est-à-dire les gens qui apprennent aux gens à se servir du numérique, ils disent c'est très intéressant parce qu'au début, on apprend aux gens à créer une adresse email, déclarer leurs impôts sur Internet, s'actualiser sur Pôle emploi ou vendre quelque chose sur Le Bon Coin. Et très vite, les questions qui vont venir, c'est mais alors c'est quoi les données sur le numérique ? Mais alors, c'est les parents, alors là, les écrans, les enfants, c'est bien, c'est pas bien. Les fausses informations. Et donc, je pense que ça rejoint, au fond, ce qui est l'ADN de La République En Marche. Il y a bien évidemment le sujet économique, souverain, indépendance, indispensable. Mais il y a ce sujet qui, au fond, est de faire des citoyens émancipés. Voilà. Il y a une grammaire, c'est celle du numérique. Il y a des infrastructures, c'est celle du numérique. Et en fait, on doit faire des gens qui sont capables. On doit aider les Français à être des citoyens émancipés, à maîtriser les codes de ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe quand il y a un tri automatique qui se fait par un algorithme. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Moi, je ne sais pas coder. J'imagine que les gens ici ne savent pas coder. Mais il faut juste comprendre ce qui se passe. Parce que sinon, on n'est pas capable d'être un citoyen. Et je pense que c'est vraiment ce sujet d'émancipation, ce sujet d'accès à la culture. Parce que quand on voit des gamins à qui, même dans des quartiers difficiles, on fait découvrir un certain nombre de choses par le numérique, on voit que parfois la mauvaise face. Mais c'est l'accès à la culture, c'est la découverte de choses absolument extraordinaires. Dans le confinement, les gens se sont mis à visiter le musée du Louvre de manière numérique, comme jamais ça n'était arrivé. Et donc c'est ça aussi le numérique. Les théâtres qui ont des difficultés aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle Balcon, qui est un très beau projet, qui est de dire on va faire le Netflix des théâtres. Là, je trouve que c'est extraordinaire parce que bien sûr c'est difficile comment on vit le théâtre, le numérique, qu'est-ce que ça change pour les acteurs, pour les réalisateurs, pour les metteurs en scène. Mais ça ouvre aussi des salles de théâtre à des publics qui jamais ne seraient allés à la Comédie Française, jamais n'auraient vu quelque chose, ou même dans un théâtre de quartier. Et donc, voilà, il faut, pour finir sur un sujet un peu plus philosophique, il y a Bernard Stiegler, qui est donc un des très grands philosophes de la technique, qui est décédé il y a quelques semaines, disait que la technique et le numérique, c'est un pharmacon, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est la solution, c'est un médicament, et en même temps, ça peut être un poison. Il faut qu'on se mette en position que ce soit... Voilà, un médicament et un vecteur d'ouverture au monde pour tout le monde. Merci beaucoup Cédric. Merci à tous les quatre vraiment pour votre présence et ces échanges que j'ai trouvés passionnants. J'espère que ça vous a plu, vous aussi les marcheurs. On aurait adoré être dans la même salle que vous et partager ce moment avec vous de visu, mais encore une fois, heureusement qu'il y a le numérique. Hein. Voilà. Bonne journée à tous. Bon, merci. Cédric a placé Pharmacon. Ah, le mec, très bien. Ah là là. Moi, j'ai fait un message à Stan, je vais dire Cédric avait une équipe
position.